La neige tombait à gros flocons sur le quai en bois de la gare de la petite ville de Cottonwood lorsque Molly Harrison descendit d'un wagon de 3e classe, une unique valise usée à la main. Le vent hivernal du Montana transperçait son fin manteau, la forçant à serrer plus fort son châle de laine autour de ses épaules. Elle balaya les alentours du regard, cherchant parmi les rares personnes présentes l'homme qu'elle n'avait jamais vu, mais qui devait devenir son mari d'ici une semaine. La gare était presque déserte. Seules quelques silhouettes vêtues de lourds manteaux d'hiver se dispersaient à la hâte dans les ruelles enneigées. Molly sortit de sa poche une lettre froissée et la relut pour la énième fois. « J'attendrai près de la gare. Grand, avec un chapeau marron. » Miss Harrison. La voix la fit lever les yeux. Devant elle se tenait un homme d'environ 35 ans, effectivement grand, les épaules larges sous une peau de mouton foncé. Son chapeau marron était enfoncé bas sur son front, mais laissait entrevoir des yeux gris et des cheveux sombres grisonnant aux tempes. Son visage était buriné, aux traits durs. Pourtant, dans son regard, on pouvait lire de la fatigue et autre chose, peut-être du soulagement. « C'est moi », répondit Molly, serrant plus fort la poignée de sa valise. « John McFarlane », dit-il d'un bref hochement de tête en tendant la main pour prendre son bagage. « Bienvenue à Cottonwood, Miss Harrison. » Elle ne lui céda pas immédiatement sa valise, étudiant son visage. Dans ses lettres, il avait écrit avec simplicité et honnêteté au sujet de sa ferme, de ses 2 filles qui avaient perdu leur mère 2 ans auparavant, et du fait qu'il avait besoin d'une épouse pour l'aider à tenir le foyer et à élever les filles. Aucune effusion romantique, aucune promesse d'amour, seulement des considérations pratiques. Cela convenait à Molly. Elle n'avait pas vraiment le choix. « Merci », dit-elle, le laissant enfin prendre la valise. « Le voyage a été long. »« Je m'en doute. »« D'où venez-vous ?»« De Chicago. »« 3 jours de train. » John hocha la tête et se dirigea vers la sortie de la gare. Molly se hâta de le suivre, s'efforçant de ne pas glisser sur les planches verglacées du quai. Près du bâtiment de la gare attendait une carriole attelée à 2 robustes chevaux. Leur souffle formait des nuages blancs dans l'air glacial. « 1 demi-heure de route jusqu'à la ferme, » dit John en l'aidant à monter. « Couvrez-vous avec cette couverture, il fait 20 degrés au-dessous de 0. » Molly acquiesça et s'enveloppa dans l'épaisse couverture de laine qu'il lui tendit. John s'assit à côté d'elle, prit les rênes et claqua la langue. Les chevaux s'ébranlèrent, leurs fers sonnant contre la terre gelée. Ils roulèrent en silence les premières minutes. Molly dévisageait furtivement son futur mari. Son profil était acéré, avec un nez droit et une mâchoire volontaire. Les mains qui tenaient les rênes étaient larges, couvertes de cale. Sur sa main gauche, elle remarqua la marque pâle laissée par une alliance. « Parlez-moi de vos filles, » dit-elle, alors que le silence devenait insupportable. John lui jeta un bref regard. « Emma a 10 ans. Suzanne, 7. Emma est sérieuse. Elle lit beaucoup et aide à la maison. Suzanne est plus vive, elle aime courir, grimper aux arbres. Leur mère leur manque à toutes les 2. » Une douleur qu'il tentait de dissimuler perçait dans sa voix. Molly sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Et votre femme vous manque ?» La question lui échappa avant qu'elle ait pu réfléchir. John tira brusquement sur les rênes et les chevaux ralentirent. Il se tourna vers elle et une lueur de souffrance traversa ses yeux gris. « Pardonnez-moi, » dit rapidement Molly. « Je n'aurais pas dû demander. »« Non, ce n'est rien, » répondit-il en relançant les chevaux au trot. « Mary est morte de la fièvre il y a 2 ans. La première année, j'ai cru que je pourrais m'en sortir seul, mais les filles ont besoin d'une présence féminine. Et moi, » il marqua une pause, « j'ai besoin d'aide. La ferme est grande, il y a beaucoup de travail. » « Je comprends. Et vous, pourquoi avez-vous décidé de venir ici? Vous ne l'avez pas expliqué dans votre lettre ?» Molly pinça les lèvres. Elle savait que cette question viendrait tôt ou tard. Dans ses lettres, elle avait seulement écrit qu'elle était veuve et cherchait une nouvelle vie. Mais la vérité était plus compliquée et plus douloureuse. « Mon mari est mort il y a 6 mois.
dit-elle lentement. Il a laissé des dettes. J'ai perdu ma maison, mon travail. À Chicago, il n'y avait plus de place pour quelqu'un comme moi. Qu'entendez-vous par quelqu'un comme vous ? Molly le regarda. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement de la curiosité. La femme d'un homme qui a perdu aux cartes tout ce que nous possédions, et même plus. Une femme qui n'a pas su éloigner son mari de la bouteille et des tripots de la ville. Tout le monde connaissait notre histoire. Et vous avez pensé que ce serait mieux ici. J'ai pensé que ce serait plus honnête. Vous avez proposé un marché, un foyer et une protection en échange de la tenue de la maison et des soins aux enfants. Personne ne trompe personne. John acquiesça. C'est juste. Mais je dois vous avertir. La vie à la ferme est dure, surtout en hiver. Il y a beaucoup de travail et peu de distractions. Les plus proches voisins sont à 5 miles. Je n'ai pas peur du travail et je ne cherche pas de distraction. Et que cherchez-vous alors ? Molly réfléchit à la réponse. Que cherchait-elle ? La paix, le pardon, une chance de tout recommencer. Un endroit où je pourrais être utile, dit-elle enfin. Où l'on ne me jugera pas pour mon passé. Ici, tout le monde a droit à un nouveau départ, répondit John. C'est la loi de la frontière. Au loin apparurent les lumières de la ferme. Une maison en bois à 2 étages avec une large véranda flanquée d'une grange et d'une écurie. Tout semblait solidement bâti, mais on voyait que ces dernières années, une main d'homme n'avait pas toujours suffi à tout entretenir. Le perron avait besoin d'être réparé. La clôture était de guingois par endroits. « Nous y voilà », dit John en arrêtant la carriole près du perron. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et 2 petites filles apparurent sur le seuil. L'aînée, sans doute Emma, était grande pour son âge, avec les yeux sérieux de son père et de sombres tresses. La plus jeune, Suzanne, sautillait d'impatience, ses boucles blondes s'échappant de son bonnet de laine. « Papa !» cria Suzanne. « C'est elle ! C'est notre nouvelle maman !»« Suzy !» dit Emma d'un ton sévère. « Ne crie pas comme ça, tu vas lui faire peur. » John sauta à bas de la carriole et tendit la main à Molly. « Les filles, je vous présente Miss Harrison. Dans une semaine, elle sera ma femme. » Molly descendit de la carriole. Ses jambes tremblaient légèrement, de froid ou d'émotion. Elle s'approcha du perron et s'accroupit pour se mettre à la hauteur des fillettes. « Bonjour, » dit-elle doucement. « Je m'appelle Molly. Je suis très heureuse de vous rencontrer. » Suzanne s'avança aussitôt. « Savez-vous faire des tartes et raconter des histoires ? Et avez-vous de belles robes ?»« Suzy », la reprit de nouveau Emma, mais la curiosité se lisait aussi dans ses yeux. « Je sais faire des tartes », sourit Molly. « Je connais beaucoup d'histoires, mais pour ce qui est des belles robes, je n'en ai pas beaucoup. J'en ai apporté une pour le mariage. »« On peut la voir ?» demanda Suzanne. « Bien sûr, mais entrons d'abord dans la maison, sinon nous allons toutes geler. » John prit sa valise et ouvrit la porte. « Entrez. La maison n'est pas luxueuse, mais elle est chaude. » Molly franchit le seuil et regarda autour d'elle. Un salon spacieux avec une grande cheminée où crépitaient joyeusement des bûches. Des meubles simples mais robustes. Tout était propre, mais on sentait l'absence d'une main féminine. Les rideaux étaient délavés, des piles de papier traînaient sur la table et des jouets d'enfants gisaient dans un coin. « C'est joli, » dit-elle sincèrement. « C'est maman qui a cousu ces rideaux elle-même, » prononça doucement Emma en regardant les fenêtres. « Elle devait être très douée, » répondit Molly. « Et belle, à en juger par la beauté de ses filles. » Emma rougit, tandis que Suzanne se mit à rire. « Papa aussi dit qu'on ressemble à maman. »« C'est l'heure de dîner, » dit John. « Molly, allez montrer votre chambre aux filles. Elle est en haut, au fond du couloir, après le mariage. » Il se tut, et un silence gêné s'installa dans la pièce. « Après le mariage, nous nous arrangerons surtout, » termina calmement Molly. Elle monta à l'étage avec les filles. La chambre était petite mais confortable, avec un lit, une commode et un fauteuil près de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre,
Il y avait un petit vase. Apparemment, John avait tenté de créer une atmosphère accueillante. « Papa a apporté ces fleurs de la serre de Madame Connor, » dit Emma. « Il voulait que ça vous plaise. »« C'est très gentil de sa part, » répondit Molly, et quelque chose de chaud s'agita dans sa poitrine. Le dîner se déroula dans un silence relatif. John avait préparé un repas simple, du bœuf rôti, des pommes de terre, du pain. Suzanne bavardait sans arrêt, parlant de l'école, de ses amis, et du fait qu'en hiver, elle et Emma faisaient des bons hommes de neige. Emma était plus réservée, mais Molly sentait que la fillette l'étudiait attentivement. « Demain, je vous ferai visiter la ferme, » dit John quand ils eurent fini de manger. « S'il ne fait pas trop froid. »« Très bien. En attendant, je vais aider à débarrasser. Ce n'est pas la peine. Vous devez être fatigué du voyage. Je ne suis pas si fatigué que je ne puisse pas aider aux tâches ménagères. N'est-ce pas pour cela que je suis ici ?» John la fixa d'un long regard. « Pas seulement pour ça, j'espère. » Il y avait dans ces mots quelque chose qui fit battre le cœur de Molly plus vite. Elle détourna rapidement les yeux et commença à ramasser les assiettes. Quand les enfants furent couchés, John et Molly restèrent seuls dans le salon. Le feu crépitait dans la cheminée, créant une atmosphère chaleureuse. John était assis dans un fauteuil, tirant sur sa pipe. Molly s'était installée sur le canapé avec sa broderie. « Vous vous entendez bien avec les filles, » dit-il. « Elles sont gentilles, intelligentes et bien élevées. Vous êtes un bon père. J'essaie, mais elles ont besoin d'une mère. Surtout Emma. Elle devient trop sérieuse pour son âge. Elle essaie de remplacer leur mère pour tout le monde. Et Suzanne manque de tendresse maternelle. » Oui, John tira sur sa pipe. « Molly, je dois être honnête avec vous. Je ne cherche pas l'amour romantique. J'ai besoin d'une amie, d'une aide, d'une mère pour mes enfants. Je ne sais pas si vous pourrez vous en contenter. » Molly posa sa broderie et le regarda. À la lueur de la cheminée, son visage paraissait plus doux, et ses yeux laissaient transparaître la fatigue et la solitude. « Êtes-vous sûr que c'est tout ce dont vous avez besoin ?» demanda-t-elle à voix basse. « Que voulez-vous dire ? Tous les êtres humains ont besoin de proximité, de compréhension, que quelqu'un les regarde, non pas comme une fonction, mais comme une personne. » John posa sa pipe et se redressa dans son fauteuil. « Et vous ? Qu'attendez-vous de ce mariage ? Honnêtement, je ne sais pas. Mon premier mariage m'a appris à ne pas avoir de trop grandes espérances. Mais peut-être pourrons-nous devenir un soutien l'un pour l'autre. Peut-être, avec le temps. » Elle ne termina pas sa phrase, mais une compréhension mutuelle flottait dans l'air. John hocha la tête. « Le temps nous le dira. » Oui, le temps nous le dira. Ils restèrent encore un moment en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, le vent d'hiver hurlait, mais à l'intérieur de la maison, il faisait chaud et calme. Molly sentit que, pour la première fois depuis des mois, elle pouvait se détendre. Ici, personne ne la connaissait. Ici, elle pouvait tout recommencer. « Molly, » dit soudain John. « Oui, je suis heureux que vous soyez venue. » Elle sourit pour la première fois depuis qu'elle était descendue du train. « Moi aussi, je suis heureuse, John. Moi aussi. » Molly fut réveillée par une odeur de bacon grillé et des rires d'enfants provenant de la cuisine. La première chose qu'elle fit fut de s'approcher de la fenêtre et d'écarter le rideau. Il avait encore neigé pendant la nuit, et le monde entier derrière la vitre semblait d'une blancheur immaculée. Le soleil se levait à peine sur les champs enneigés, teintant le ciel de délicates nuances de rose. Elle se lava rapidement le visage à l'eau froide d'une cruche, tressa ses cheveux châtains en une natte soignée et enfila une simple robe de laine bleu foncé, l'une des rares qui lui restait. Le miroir reflétait un visage pâle, aux yeux noisettes fatigués, mais ses joues avaient déjà repris des couleurs grâce à l'air glacial. Molly s'examina d'un œil critique. La robe lui allait bien, soulignant sa taille fine, mais le tissu était passablement usé. Cependant, pour la vie à la ferme, c'était peut-être même mieux. En descendant à la cuisine,
Elle vit John près du poêle. Il portait déjà ses vêtements de travail, un pantalon robuste, une chemise à carreaux et un gilet. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés et la marque d'un oreiller était visible sur sa joue. Quelque chose dans cette scène domestique fit battre le cœur de Molly un peu plus vite. « Bonjour », dit-elle, s'efforçant de paraître naturelle. John se retourna et s'immobilisa un instant, la poêle à la main. Son regard glissa sur son visage, s'attarda sur la ligne délicate de son cou, puis revint vivement à ses yeux. « Bonjour, vous avez bien dormi ?»« Parfaitement. L'air ici est si différent de celui de la ville. Les filles dorment encore ?»« Non !» retentit la voix de Suzanne. « On est déjà réveillés. » Les deux fillettes apparurent à l'entrée de la cuisine. Suzanne courut aussitôt vers Molly et lui serra fort les jambes. « Bonjour, tante Molly. Papa a dit que pour l'instant, on pouvait vous appeler tante. »« Bonjour, ma puce, » sourit Molly en caressant la tête de la fillette. Emma se tenait un peu à l'écart, mais un espoir timide se lisait dans ses yeux. « Bonjour, Emma, » dit doucement Molly en lui tendant la main. « Comment as-tu dormi ?»« Bien, merci, » répondit tranquillement la fillette, mais elle lui tendit la main. John observait la scène et quelque chose dans son regard changea. Il devint plus doux, plus chaleureux. Molly capta ce regard et sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. « Le petit déjeuner est presque prêt, » dit-il. « Molly, asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est vous qui cuisinez. Demain, ce sera moi, » répondit-elle. « Marché conclu ? Marché conclu. » Pendant le petit déjeuner, Suzanne bavardait sans s'arrêter, parlant à Molly de sa poupée, du chat roux qui vivait dans la grange en hiver et de la façon dont elle aidait son père à nourrir les chevaux. Emma écoutait en silence, mais ajoutait parfois quelques détails. « Vous savez faire du ski ?» demanda Suzanne. « Non, je ne sais pas, » répondit Molly. « Et vous ?»« Papa nous a appris. Mais Emma est meilleure que moi. » « Mais Suzy est meilleure pour faire les bonshommes de neige, » intervint Emma pour défendre sa petite sœur. Molly remarqua le sourire chaleureux avec lequel John regardait ses filles. Quand il souriait, son visage sérieux se transformait, paraissant plus jeune. Les rides au coin de ses yeux adoucissaient son regard, et de petites fossettes se dessinaient aux commissures de ses lèvres. Après le petit déjeuner, je vous ferai visiter la propriété, dit-il à Molly, si vous ne craignez pas le froid. Je ne le crains pas, j'ai un châle bien chaud. On vient avec vous ? S'exclama Suzanne. Bien sûr, acquiesça Molly. Qui mieux que vous pourrait me montrer les choses les plus intéressantes ? Les filles échangèrent un regard et se mirent à rire. John croisa le regard de Molly par-dessus leur tête, et une lueur de gratitude brilla dans ses yeux. Une demi-heure plus tard, ils sortirent tous ensemble sur le perron. Molly s'enveloppa dans son plus beau châle, un châle vert foncé avec un motif de feuilles. Elle portait un simple bonnet de laine, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles de ses cheveux châtains. Le gel lui cingla aussitôt les joues, mais elle ne frissonna pas. « Commençons par la grange, » dit John, et ils se dirigèrent vers le grand bâtiment en bois à côté de la maison. À l'intérieur, une odeur de foin et de bois flottait dans l'air. Dans les stalles se trouvaient 2 vaches et quelques chèvres. Des sacs de grains étaient empilés dans un coin, et des bouquets d'herbes séchées pendaient du plafond. « C'est ici que nous gardons le bétail laitier, » expliqua John. « Les vaches s'appellent Bessie et Molly. » Il hésita et rougit. C'est-à-dire que la 2e vache s'appelait déjà Molly, avant votre arrivée. Molly se mit à rire, pour la première fois d'un rire franc et sonore depuis son arrivée. « J'espère que je serai plus utile que mon homonyme. La vache Molly donne du très bon lait, » dit Emma sérieusement. « Alors c'est un compliment, » sourit Molly. John la regardait, écoutant son rire, et quelque chose dans son regard la troubla. Elle se détourna, feignant d'examiner les chèvres. « Et voici nos petites chèvres, » dit Suzanne en courant vers l'enclos. « Elles s'appellent Blanchette et Tacheté. Blanchette est très intelligente, mais Tacheté adore s'échapper. »
Comme c'est intéressant, dit Molly en s'approchant. Je peux les caresser. Bien sûr, mais faites attention, elles peuvent mordiller les doigts. Molly tendit prudemment la main vers Blanchette. La chèvre renifla ses doigts, puis se laissa caresser. John se tenait à côté d'elle, et Molly sentait la chaleur qui émanait de son corps. Lorsqu'elle effleura sa main par inadvertance en se penchant vers la chèvre, il ne recula pas. « Vous avez le tour ?» dit-il à voix basse. « Les animaux sentent les bonnes personnes. »« Comment savez-vous que je suis une bonne personne ?» demanda-t-elle sans quitter la chèvre des yeux. « Je le vois à la façon dont vous êtes avec mes filles. » Molly le regarda enfin. Ils se tenaient très près l'un de l'autre, si près qu'elle pouvait voir des éclats dorés dans ses yeux gris. Un instant, il lui sembla qu'il allait se pencher vers elle, mais à ce moment, Suzanne la tira par la main. « Tante Molly, venez voir les chevaux. » L'écurie se trouvait dans un bâtiment séparé. Il y avait là 3 chevaux, 2 de trait et 1 de selle. « Voici Tonnerre et Éclair », indiqua Emma en montrant 2 grands chevaux bais. « Et celle-ci, c'est Étoile, le cheval de maman. » Étoile était une élégante jument baie brune avec une étoile blanche sur le front. Elle s'approcha de la grille de son box et hennit doucement. « Elle est magnifique, » dit Molly. « Maman l'aimait beaucoup, » dit doucement Emma. « Depuis qu'elle est morte, personne ne l'a montée. » John restait silencieux. Son visage s'était durci. Molly comprit que le sujet était douloureux pour lui. « Peut-être que, quand il fera plus doux, tu pourras m'apprendre à monter à cheval, » proposa-t-elle prudemment à Emma. « Si cela ne dérange pas père ?» Emma la regarda, surprise. « Vous ne savez pas monter ?» « En ville, je n'en avais pas l'utilité, mais ici, c'est sans doute une compétence très utile. »« Je peux vous apprendre, » dit John à l'improviste, « quand la neige aura fondu. »« Merci, je vous en serai très reconnaissante. » Ils se regardèrent, et de nouveau, quelque chose passa entre eux qui fit battre le cœur de Molly plus vite. Ensuite, ils inspectèrent le poulailler, où s'affairaient une 12aine de poules tandis qu'un coq, surnommé Napoléon, se pavanait fièrement. Suzanne montra à Molly où ramasser les œufs et Emma lui expliqua comment savoir s'ils étaient bicéfrais. « Vous apprenez vite, » remarqua John alors qu'ils retournèrent vers la maison. « J'ai une bonne mémoire pour les choses pratiques, » répondit Molly. « Et puis, cela m'intéresse. » « Intéressant ? C'est une vie si simple, si authentique. En ville, tout était si superficiel. Ici aussi, il y a des difficultés, je le sais, mais ici, les difficultés sont honnêtes. » John s'arrêta et se tourna vers elle. « Que voulez-vous dire ?» Molly réfléchit, cherchant ses mots. « En ville, je faisais constamment semblant. Je prétendais que mon mari ne buvait pas, que nos dettes n'étaient que des problèmes passagers, que j'étais heureuse. Ici, je n'ai pas besoin de faire semblant. Je peux être moi-même. Et qui est la vraie vous ?» La question la prit au dépourvu. Molly s'arrêta. La neige crissa sous ses pieds. Les filles avaient couru en avant vers la maison, les laissant seules au milieu de la cour enneigée. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle honnêtement. « Cela fait longtemps que je n'ai pas été moi-même, mais je veux le découvrir. » John s'approcha. Des flocons de neige se posaient sur ses cils et sur les épaules de sa veste sombre. « Vous aurez le temps, » dit-il doucement. « Ici, on a beaucoup de temps. Et vous, pouvez-vous être vous-même ? J'ai désappris. Après la mort de Mary, je ne suis devenu qu'un père, qu'un fermier. J'ai oublié ce que cela signifiait d'être simplement un homme. Peut-être pourrons-nous nous aider l'un l'autre à nous souvenir de qui nous sommes. » John la regarda longuement, sérieusement, puis hocha lentement la tête. Peut-être. Il se tenait si près que Molly pouvait voir chaque ride sur son visage, sentir son souffle. Son cœur battait à tout rompre, et elle comprit qu'elle voulait qu'il la touche, qu'il la... non pas comme un futur mari par convenance, mais comme un homme qu'elle commençait à désirer. « Papa, tante Molly, venez vite !» cria Suzanne depuis le perron. Le sortilège fut rompu. John recula d'un pas, et Molly rajusta son châle, essayant de dissimuler son trouble. À l'intérieur,
Une surprise les attendait. Suzanne avait traîné de sa chambre une grande boîte à jouets. « Je veux vous montrer toutes mes poupées », annonça-t-elle. L'heure suivante, Molly la passa par terre dans le salon à jouer avec les fillettes. Suzanne lui présenta toutes ses poupées, de la grande beauté de porcelaine aux petits poupons de chiffon. Emma, d'abord timide, se joignit à elle, sortant de son armoire ses propres trésors. Des livres, un herbier, une collection de jolis cailloux. John était assis dans son fauteuil, prétendant lire le journal. Mais Molly sentait son regard sur elle. Quand elle riait des inventions de Suzanne, ou écoutait attentivement le récit d'Emma sur les fleurs des champs, il la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. De la surprise, de la gratitude, et peut-être quelque chose de plus. « Tante Molly, vous savez jouer à la maman et au papa ?» demanda Suzanne. « Bien sûr que je sais. Comment on joue ? Moi, je serai la maman, Emma la grande sœur, et vous la petite. Mais je suis une adulte, » rit Molly. « Ça n'a pas d'importance. Dans un jeu, on peut être qui on veut. » Et Molly accepta. Elle joua le rôle de la petite fille désobéissante qui ne voulait pas manger sa bouillie. Suzanne, très sérieuse, lui faisait la leçon comme une grande personne. Emma jouait le rôle de la grande sœur modèle qui aidait sa maman à gérer la petite capricieuse. « Molly, ma chérie, mange ta bouillie, sinon tu ne grandiras pas », disait sévèrement Suzanne en brandissant une cuillère en plastique. « Je ne veux pas de bouillie, je veux un gâteau », bouda Molly, et Suzanne éclata de rire. « Papa, et vous, vous allez jouer avec nous ?» demanda Suzanne. « Moi ?» dit John déconcerté. « Et je serai qui ?»« Le papa, bien sûr. »« Alors, je dois aller travailler, » dit-il, entrant dans le jeu. « Au revoir, mes chéris. » Il se pencha et embrassa ses deux filles sur le sommet de la tête, comme il le faisait chaque matin. Puis il se tourna vers Molly et hésita un instant. Dans le jeu, il devait aussi embrasser sa femme. « Au revoir, mon cher », dit doucement Molly en lui tendant la joue. John se pencha et effleura sa joue de ses lèvres. Le contact fut fugace, mais Molly sentit des frissons parcourir sa peau. « Au revoir », murmura-t-il, et il y avait une note particulière dans sa voix. Les filles ne remarquèrent rien et continuèrent à jouer. Mais entre John et Molly, quelque chose avait changé. Désormais, ils ne se regardaient plus comme des étrangers ayant conclu un marché, mais comme un homme et une femme attirés l'un par l'autre. Dans l'après-midi, alors que les filles étaient déjà parties jouer dans la neige, Molly resta à la cuisine pour préparer le dîner. John entra pour boire de l'eau et s'immobilisa sur le seuil, l'observant s'affairer près du poêle. Ses cheveux châtains s'étaient échappés de sa natte et bouclaient autour de son visage à cause de la vapeur. Ses joues étaient roses de chaleur et ses gestes étaient légers et assurés. « Ça sent bon, » dit-il. « Du bœuf en daube avec des légumes. J'espère que les filles aiment les légumes. Emma mange de tout, mais Suzanne boude les carottes. J'essaierai de la convaincre. » Molly remua le contenu de la marmite et se tourna vers lui. John se tenait appuyé contre le chambranle de la porte et la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en rajustant instinctivement ses cheveux. « Rien, c'est juste que la maison n'a pas eu cette atmosphère depuis longtemps. »« Quelle atmosphère ?»« Celle d'un foyer, chaleureuse, vivante. » Molly posa sa cuillère et s'approcha de lui. « Cela vous manquait ?»« Plus que je ne le pensais. » Il se tenait très près. John leva la main et écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts étaient chauds et légèrement rêches à cause du travail. « Molly, » dit-il doucement. « Oui, je suis heureux que vous soyez là. »« Moi aussi. » Il se pencha vers elle et Molly ferma les yeux, attendant le baiser. Mais à cet instant, la porte s'ouvrit à la volée et Suzanne, couverte de neige, fit irruption dans la cuisine. « Tante Molly, Emma a construit la plus belle forteresse de neige. Venez voir. » John et Molly s'écartèrent vivement l'un de l'autre, comme des adolescents pris en faute. Suzanne, tout à son excitation, ne remarqua rien et continua de parler de la forteresse. « Bien sûr, nous allons voir ça, » dit Molly
s'efforçant de garder une voix égale. « Laisse-moi juste éteindre le feu. » Le soir, quand les filles furent couchées, John et Molly se retrouvèrent seuls près de la cheminée. Mais maintenant, il y avait entre eux une tension différente. Non plus la gêne d'étrangers, mais l'attirance entre un homme et une femme. « Molly, » commença John. « Je sais, » l'interrompit-elle. « Ce qui se passe entre nous, ça complique les choses. » « Ça les complique ou ça les simplifie ?» Elle le regarda, essayant de deviner ce qu'il ressentait. « Je ne sais pas. J'imagine que nous le découvrirons avec le temps. » Oui, avec le temps. Mais ils savaient tous les deux que le temps jouait déjà contre eux. Chaque regard, chaque contact fortuit attisait un feu qu'il devenait de plus en plus difficile de contrôler. Et dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant la ferme d'un silence blanc et créant l'illusion que le monde se réduisait à eux quatre et que personne d'autre n'existait. Le 3e jour de Molly à la ferme commença par une tempête de neige. Elle fut réveillée par le hurlement du vent dehors et comprit qu'une véritable tourmente faisait rage. La neige fouettait les fenêtres et le vent secouait les arbres dont les branches grattaient le toit de la maison. En descendant à la cuisine, elle découvrit que John était déjà debout, une tasse de café à la main, devant la fenêtre. Il portait la même chemise à carreaux que la veille, mais elle était désormais déboutonnée au col, révélant un cou fort et hâlé. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. « Bonjour », dit-elle doucement pour ne pas réveiller les filles. Il se retourna, et elle vit de l'inquiétude dans ses yeux. « Bonjour. J'ai bien peur qu'on ne puisse sortir aujourd'hui. La tempête de neige s'est sérieusement levée. » « C'est dangereux ? » ?»« Pour la maison, non. Nous avons assez de bois et de nourriture. Mais le bétail... » Il fronça les sourcils. « Il faudra que j'aille plusieurs fois à la grange pour voir comment il se porte. » « Est-ce que je peux aider par un temps pareil ? » ?»« Non, c'est trop dangereux. On peut se perdre entre la maison et la grange. »« Alors, je préparerai quelque chose de chaud pour quand vous rentrerez frigorifié. » John la regarda avec gratitude. « Merci, c'est bien que vous soyez là. » Il y avait une telle sincérité dans sa voix que le cœur de Molly se serra d'une chaleur inattendue. « Papa !» retentit la voix ensommeillée de Suzanne. « C'est quoi ce bruit ? » ?»« C'est le vent, ma puce, » répondit John en prenant sa fille dans ses bras. « Une grosse tempête. Aujourd'hui, on reste à la maison. »« On peut construire une forteresse avec des couvertures ?» s'anima la fillette. « Bien sûr qu'on peut, » sourit Molly, « et je vous raconterai des histoires. » Emma se réveilla peu après. Au petit déjeuner, John expliqua aux filles qu'ils devraient sortir souvent pour s'occuper des animaux, déblayer la neige et s'assurer que les canalisations ne gèlent pas. « Et nous, on aidera tante Molly, » déclara Suzanne. « C'est ça, » acquiesça Emma. « On sait allumer le feu dans la cheminée et préparer des plats simples. » Après le petit déjeuner, John enfila une lourde pelisse, enroula une écharpe sur son visage et sortit affronter la tempête. Molly regardait avec anxiété par la fenêtre sa silhouette se dissoudre dans le rideau blanc de la neige. Même si la grange n'était qu'à une trentaine de yards, la distance paraissait immense par un temps pareil. « Ne vous inquiétez pas, » dit Emma, remarquant son trouble. « Papa connaît la ferme les yeux fermés. Il ne se perdra jamais. »« Bien sûr, » convint Molly, mais elle resta près de la fenêtre jusqu'à ce qu'elle voie John revenir de la grange. Quand il entra dans la maison, complètement couvert de neige, les joues écarlates à cause du gel, les sourcils et les cils couverts de givre, Molly demanda « Comment vont les animaux ?» tout en l'aidant à retirer sa pelisse mouillée. « Tout va bien. La grange est chaude et il y a assez de foin. » Il se frotta les mains gelées. « Mais je dois encore vérifier le poulailler et déblayer le chemin jusqu'au puits. »« Alors, réchauffez-vous d'abord. J'ai préparé une soupe chaude. » Molly lui tendit un bol fumant de soupe au pois, épaisse et une tasse de café brûlant. John acquiesça avec reconnaissance et commença à manger. Molly s'assit en face de lui, le regardant se réchauffer. Ses mains, qui serrèrent la tasse, étaient rouges de froid, mais fortes et rassurantes. Quand il leva les yeux
et croisa son regard, une étincelle de complicité passa entre eux. « C'est délicieux, dit-il. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé une aussi bonne soupe. C'est la recette de ma grand-mère. Elle disait que cette soupe pouvait réchauffer même un mort. Elle m'a presque réchauffé, sourit John, et ce sourire transforma son visage. Pendant ce temps, les filles avaient construit dans le salon une véritable forteresse avec des chaises, des couvertures et des oreillers. Elles y avaient apporté tous leurs jouets et leurs livres, transformant cette cabane improvisée en un refuge douillet. « Tante Molly, venez avec nous, » appela Suzanne. « Et papa aussi, » ajouta Emma. « On est très bien ici. » Molly et John échangèrent un regard. « Allons-y, » dit-elle. « Entre deux expéditions vers le bétail, vous pourrez vous reposer. » Ils se glissèrent dans la forteresse improvisée. À l'intérieur, il faisait effectivement chaud et confortable. Une lumière douce filtrait à travers les couvertures, créant une atmosphère particulièrement intime. John s'assit à côté de Molly. Leurs épaules se touchèrent, et elle sentit la chaleur de son corps. « Racontez-nous une histoire » demanda Suzanne en s'installant sur les genoux de Molly. « Laquelle voulez-vous »« Celle de la princesse et du brigand » répondit aussitôt la fillette. « Suzy » soupira Emma. « Toujours la même. »« Et alors, ce n'est pas une belle histoire » demanda Molly. « Si, mais on l'a déjà entendue 100 fois. »« Alors je vais vous en raconter une nouvelle version. Il était une fois une princesse, mais elle ne vivait pas dans un château, mais dans une grande ville. Et elle n'était ni riche, ni noble, mais une jeune femme ordinaire qui travaillait dans un atelier de couture. « Et le brigand, il est où ?» demanda Suzanne. Le brigand, lui, vivait très loin, au pays des cow-boys et des chevaux sauvages. Seulement, ce n'était pas un méchant brigand, mais un gentil fermier qui avait les 2 plus belles filles du monde. Les filles se mirent à glousser, comprenant que l'histoire parlait d'elles. Et un jour, continua Molly, la princesse comprit qu'elle n'avait plus rien à faire dans la grande ville. Alors elle prit un train et partit pour le lointain pays des cow-boys pour y rencontrer son fermier brigand. « Et qu'est-ce qui s'est passé après ?» demanda Suzanne, retenant son souffle. Molly jeta un coup d'œil à John. Il écoutait son conte avec une expression sérieuse, mais de petites lueurs chaudes dansèrent dans ses yeux. Ensuite, ils allaient devoir apprendre à mieux se connaître, car la princesse venait de la ville et le fermier de la campagne. La princesse était habituée au bruit et à l'agitation, tandis que le fermier aimait le silence et le calme. Mais ils avaient quelque chose en commun. « Quoi ?» demanda Emma. Ils savaient tous les 2 aimer. Et ils avaient les mêmes rêves, celui d'un foyer chaleureux et confortable, d'une famille où chacun prend soin des autres. « Et ils sont tombés amoureux ?» demanda Suzanne. Molly se tut un instant, sentant le regard de John sur elle. Ils ont compris que l'amour n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, comme dans les autres contes. Le véritable amour grandit lentement, comme une fleur. D'abord vient le respect, puis la confiance, puis la tendresse, et ensuite, murmura Emma. Et ensuite, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Suzanne soupira de contentement et se blottit contre Molly. « J'aime bien cette histoire. Et vous, papa ?»« Oui, » répondit doucement John sans quitter Molly des yeux. « Moi aussi, j'aime bien. » Il y avait dans sa voix quelque chose qui fit rougir Molly. Elle comprit que son conte s'était révélé trop franc, trop personnel. Dehors, le vent continuait de hurler, mais dans leur refuge improvisé, il faisait calme et chaud. Susan s'était assoupie sur les genoux de Molly et Emma lisait un livre. John s'adossa à un coussin, observant cette scène de quiétude domestique. « Je dois aller vérifier les animaux une dernière fois, » dit-il à voix basse. « Je viens avec vous, » dit Molly à sa propre surprise. « C'est dangereux. Nous pouvons nous attacher avec une corde. C'est ce qu'on fait en montagne pendant les tempêtes de neige. » « Comment savez-vous ça ?»« Je l'ai lu dans un livre. » John sourit. « D'accord, mais il vous faudra des vêtements chauds. » Molly déplaça doucement Suzanne endormie sur un coussin et sortit de la forteresse. Elle n'avait pas de vêtements adaptés à un tel temps, alors John lui donna une vieille peau de mouton de sa femme. Le vêtement était un peu grand pour elle, mais chaud.
Ils s'attachèrent avec la corde et sortirent affronter la tempête. La neige leur fouetta aussitôt le visage. Le vent menaçait de les renverser. Molly se tenait fermement à la corde, suivant John. Le monde disparut dans un voile blanc. Seuls existaient eux deux et quelques yards de terre enneigée sous leurs pieds. Dans la grange, il faisait chaud et calme. Les animaux mâchaient paisiblement leur foin, indifférents à la tempête extérieure. John vérifia qu'ils avaient assez d'eau et de nourriture, tandis que Molly l'observait, admirant la sûreté de ses gestes, le soin qu'il portait à ses bêtes. « Tout est en ordre, dit-il. On peut rentrer. » Mais quand ils sortirent de la grange, il s'avéra que la tempête avait redoublé d'intensité. La visibilité était presque nulle. « Tenez bien la corde !» cria John pour couvrir le hurlement du vent. « Et ne la lâchez pas une seconde !» Ils avançaient lentement, cherchant prudemment leur chemin dans la neige. Molly marchait derrière John, sentant la corde se tendre entre eux. Soudain, elle trébucha sur quelque chose de caché sous la neige et tomba. La corde tira sur John, qui se retourna. « Molly !» Il revint vers elle et l'aida à se relever. Dans le voile blanc de la tempête, ils se tenaient si près que le souffle de l'un réchauffait le visage de l'autre. « Vous ne vous êtes pas fait mal ? » ?»« Non, tout va bien. » Mais John ne la lâchait pas. Ses mains reposaient sur ses épaules et son visage était tout proche. Des flocons se posaient sur ses cils, sur ses lèvres. Molly leva la main et chassa la neige de sa joue. Sa main s'attarda sur son visage et il ferma les yeux, se pressant contre sa paume. « Molly, » dit-il, et sa voix se perdit presque dans le hurlement du vent. « Je sais, nous devons rentrer à la maison. »« Oui. » Mais aucun d'eux ne bougea. Ils se tenaient au cœur même de la tempête et il semblait que le monde entier avait disparu, les laissant seuls. John se pencha vers elle et Molly comprit qu'il allait l'embrasser et elle comprit qu'elle le désirait plus que tout au monde. Leurs lèvres s'effleuraient, presque, quand une rafale de vent faillit les renverser. Le charme fut rompu. « La maison !» dit John, et il y avait de la détermination dans sa voix. « Nous devons atteindre la maison. » Ils parvinrent jusqu'au perron en se soutenant l'un l'autre. Dans la maison, il faisait chaud et clair, on entendait les voix des filles, mais alors qu'ils secouaient la neige dans l'entrée, la tension crépitait toujours entre eux. « Merci d'être venu avec moi », dit John en l'aidant à retirer la peau de mouton trempée. « Nous sommes une équipe, n'est-ce pas ?» répondit Molly. « Oui, une équipe. » Mais dans sa façon de prononcer ce mot, il y avait quelque chose de plus qu'un simple partenariat. Le soir, quand les filles furent couchées, ils se retrouvèrent assis près de la cheminée. La tempête dehors se calmait peu à peu, mais ils étaient toujours coupés du monde extérieur. John réparait un harnais et Molly raccommodait une chemise d'enfant déchirée. « John, » dit-elle sans lever les yeux de sa couture. « Oui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, pendant la tempête. » Molly. « Non, il le faut. » Elle posa sa couture et le regarda. « Nous ne pouvons pas prétendre qu'il n'y a rien entre nous. » John posa le harnais et se redressa dans son fauteuil. « Et qu'y a-t-il entre nous ? De l'attirance, de la sympathie. Peut-être le début de quelque chose de plus. Est-ce que ça complique notre relation ou est-ce que ça la simplifie ?» Molly se leva et s'approcha de lui. « John, je ne vous demande pas de me promettre l'amour, ni d'oublier votre femme, mais ce qui grandit entre nous, c'est réel et c'est honnête. » John se leva aussi. Il se tenait maintenant très près, à la lueur de la cheminée. Ses yeux paraissaient presque noirs. « Et si ce n'était que de la solitude ?» demanda-t-il à voix basse. « Et si nous prenions le besoin de proximité pour quelque chose de plus ? Et si ce n'est pas le cas ?» Il leva la main et lui toucha le visage, son doigt suivant la ligne de sa pommette. « Je ne veux pas vous faire de mal. Et moi, je ne veux pas vivre dans une maison où nous ne serions que des associés. Que proposez-vous ? L'honnêteté. Laissons ce qui existe entre nous se développer naturellement, sans contrainte, sans fausses promesses. Voyons simplement ce qui se passera.
John la regarda longuement, étudiant chaque trait de son visage. « Et s'il ne se passe rien? Alors nous resterons amis, et de bons parents pour les filles, et s'il en ressort quelque chose de plus, alors nous serons les gens les plus heureux du monde. » John se pencha lentement vers elle. Cette fois, personne ne les interrompit. Ses lèvres touchèrent les siennes, doucement, tendrement, comme s'il craignait de l'effaroucher. Le baiser fut bref, presque chaste, mais quand il prit fin, Molly comprit que tout avait changé. « Molly » murmura-t-il en pressant son front contre le sien. « Je sais, » répondit-elle. « Je le sens aussi. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, écoutant le crépitement des bûches dans la cheminée et le hurlement du vent qui s'apaisait au dehors. Pour la première fois en 2 ans, John ne se sentait pas seul. Pour la première fois depuis des mois, Molly se sentait désirée, non pas comme une employée, mais comme une femme. « Nous ne devons pas nous précipiter, » dit-il enfin. « Bien sûr, nous avons le temps. Les filles, elles vous aiment déjà, Molly. Elles voient une mère en vous, mais il leur faudra du temps pour s'habituer à l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de plus entre nous. Nous ferons les choses bien, promit-elle, pour elles et pour nous. » Le lendemain matin, la tempête s'était calmée et le soleil illuminait un monde recouvert de neige fraîche. Pour la première fois depuis longtemps, John se réveilla le cœur léger. Par la fenêtre, tout scintillait et chatoyait, tandis qu'une odeur de café et de brioche fraîchement cuite flottait dans la maison. En descendant à la cuisine, il vit Molly près du poêle. Elle portait une simple robe grise, les cheveux tressés en une natte, mais à ses yeux, elle était plus belle que n'importe quelle beauté des villes. Lorsqu'elle se tourna et lui sourit, son cœur manqua un battement. « Bonjour, » dit-elle. « Bonjour. » Ils se regardèrent, et dans ce regard, il y avait une nouvelle compréhension, une nouvelle intimité. « Papa !» retentit la voix de Suzanne. « Regardez comme la neige est belle. Elle est vraiment belle, en effet, » acquiesça John, mais ce n'est pas la fenêtre qu'il regardait, c'était Molly. Et elle le regardait en pensant que, peut-être, son conte de la princesse et du fermier brigand pourrait avoir une fin heureuse. Une semaine s'était écoulée depuis le jour où la tempête s'était calmée et la relation entre John et Molly avait changé, subtilement mais sûrement. Chaque matin, leurs regards se croisèrent dans la cuisine, pleins d'une chaude compréhension. Chaque soir, ils s'asseyaient plus près l'un de l'autre près de la cheminée. Leurs mains s'effleuraient par hasard lorsqu'ils se passaient à la vaisselle, et ces contacts duraient une fraction de seconde de plus que nécessaire. Les filles ne remarquaient rien ou faisaient semblant de ne rien remarquer. Suzanne continuait de sautiller autour de Molly, lui racontant tout et n'importe quoi, tandis qu'Emma se dégelait progressivement, lui demandant de plus en plus souvent conseil ou aide. Le mercredi, Molly se rendit en ville pour la première fois. John attela le traîneau, et ils partirent pour Cottonwood acheter des provisions et du tissu pour sa robe de mariée. Les filles restèrent à la maison. Emma était enrhumée, et Suzanne ne voulait pas laisser sa sœur seule. « 1 demi-heure de route jusqu'en ville, » dit John alors qu'ils quittèrent la ferme. « La route est bonne, mais elle peut être glissante par endroits. » Molly hocha la tête, s'enveloppant dans un plaid chaud. Elle portait cette même peau de mouton de Mary, et John la regarda plusieurs fois à la dérobée. Molly le remarqua. « Cela vous dérange de me voir dans ces vêtements ?» demanda-t-elle doucement. John réfléchit un instant. Au début, c'était étrange, mais maintenant, cela me semble juste, comme si Mary approuvait. Pensez-vous qu'elle m'aurait approuvé? Oui, je pense que vous seriez devenus amis. Il n'y avait dans sa voix ni douleur, ni regret, seulement une douce mélancolie pour le passé et de l'espoir pour l'avenir. Cottonwood s'avéra être un village typique de la frontière. Une rue principale, quelques magasins, un saloon, une église, une école. Les maisons étaient chata pour la plupart en bois, construites de manière pratique et solide. Les gens dans les rues se déplaçaient sans hâte, se saluant les uns les autres. « C'est une petite ville », remarqua Molly.
Mais tout le monde se connaît. Cela a ses avantages et ses inconvénients. Ils s'arrêtèrent devant le magasin général de M. Harrison. John aida Molly à descendre du traîneau, et sa main s'attarda sur sa taille une fraction de seconde de plus que nécessaire. Elle leva les yeux vers lui, et cette étincelle familière passa de nouveau entre eux. « John McFarlane !» Une voix de femme se fit entendre. Quelle bonne surprise en pleine semaine. Une femme corpulente d'une 50aine d'années, vêtue d'un manteau sombre et un panier à la main, s'approcha d'eux. Elle avait un visage aimable, mais ses yeux pétillaient de curiosité. « Bonjour, Madame Connor », répondit poliment John. « Nous sommes venus faire des provisions. Permettez-moi de vous présenter Molly Harrison, ma fiancée. » Madame Connor toisa Molly d'un regard scrutateur de la tête aux pieds. Molly se sentit comme un spécimen sous un microscope. « Ah, c'est donc vous, la fiancée par correspondance ?» s'exclama la femme. « Mila Connor, enchantée. J'ai entendu dire que vous veniez d'une grande ville. »« De Chicago, » répondit Molly en s'efforçant de sourire. « Oh, comme c'est intéressant. Et comment trouvez-vous notre coin perdu? Vous ne vous ennuyez pas? »« Pas du tout. C'est très beau et très calme ici. Et les enfants? Comment vous ont-ils accueillis? Car ce n'est pas facile pour une étrangère de gagner la confiance d'enfants orphelins. » Une légère pique perçait dans la question, et Molly ne put s'empêcher de la remarquer. John l'entendit aussi, et se tendit légèrement. « Emma et Suzanne sont des filles adorables, » répondit calmement Molly. « Je ne me considère pas comme une étrangère. »« Mais bien sûr, s'empressa d'acquiescer Madame Connor. « C'est juste que Mary était si spéciale. Elle aimait tant ses filles. Elle s'occupait si bien d'elles. C'est difficile pour quiconque de la remplacer. »« Je n'ai pas l'intention de la remplacer, » dit fermement Molly. « Mary restera leur mère pour toujours. J'espère seulement devenir pour elle une bonne belle-mère et une amie. » Madame Connor ne s'attendait manifestement pas à une telle réponse. Elle parut quelque peu décontenancée. « Oui, bien sûr. Eh bien, bienvenue dans notre ville. » John passait le bonjour aux filles de la part de tante Mila. Quand elle fut partie, John dit d'un ton d'excuse « N'y prêtez pas attention. Mila est une bonne femme, mais elle aime les commérages. De plus, c'était une amie proche de Mary. Je comprends et je ne suis pas fâché. Il est naturel que les gens me jugent. Et que verront-ils quand ils vous auront jugé ?» Molly le regarda dans les yeux. « Une femme qui souhaite sincèrement vous rendre heureux, vous et vos filles. Alors, ils auront de la chance. » Dans le magasin, ils furent accueillis par M. Harrison lui-même, un homme âgé à la barbe grise. Il se montra bien plus affable que Madame Connor. « Molly !» s'exclama-t-il. « Quelle coïncidence! 2 Molly dans la même ville et toutes les 2 liées à la famille McFarlane. »« 2 Molly ?» s'étonna-t-elle. « Oui, la vache de John s'appelle aussi Molly, » rit le vieil homme. « N'est-ce pas, John ?» John rougit. La vache a été nommée ainsi avant que... C'est une coïncidence. Une heureuse coïncidence, sourit Molly. J'espère être tout aussi utile. Pendant que John faisait les courses, Molly choisissait du tissu pour sa robe de mariée. Monsieur Harrison lui montra plusieurs rouleaux, de la soie bleue, du velours vert, un drap crème. « Et ce tissu-ci vient d'arriver de San Francisco, » dit-il, en déroulant un lainage bleu pâle avec un délicat motif floral. « Il est très beau et la couleur ira bien avec vos yeux. »« Combien coûte-t-il » demanda Molly, bien qu'elle fût déjà tombée amoureuse de ce tissu. Monsieur Harrison annonça le prix, et le visage de Molly s'assombrit. C'était bien trop cher. « Prends-le, » dit John en s'approchant d'eux. « Il te va bien. »« Mais c'est beaucoup trop cher, John. »« Molly. » Il lui prit la main. « Tu vas devenir ma femme, je veux que tu aies une belle robe. » Mais il n'y a pas de mais. Il se tourna vers Monsieur Harrison. « Emballez-la. » Quand ils sortirent du magasin, Molly était bouleversée. « John, vous n'auriez pas dû dépenser autant d'argent. »« Si. Et puis un fiancé ne doit-il pas faire de cadeaux à sa fiancée ? Mais nous étions d'accord pour dire que c'était un mariage de convenance. » John s'arrêta au milieu de la rue enneigée et se tourna vers elle. « Est-ce que c'est encore un mariage de convenance, Molly ?» Elle plongea son regard dans ses yeux gris et comprit qu'il avait raison.
Ce qui existait entre eux avait depuis longtemps dépassé le cadre d'un simple arrangement. « Non, » répondit-elle doucement. « Plus maintenant. Alors laisse-moi être un véritable fiancé. » Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa à travers son gant. C'était un geste simple, mais il fit battre le cœur de Molly plus vite. « John, » murmura-t-elle, « les gens nous regardent. » Qu'ils regardent. Mais elle avait raison. On les regardait vraiment, depuis les fenêtres des magasins, depuis les perrons des maisons. Dans une petite ville, l'arrivée d'une nouvelle femme était toujours un événement. Sur le chemin du retour, ils roulèrent en silence. Mais c'était un silence heureux et confortable. Molly pensait à la robe bleue qu'elle allait coudre pour le mariage, à la façon dont sa vie avait changé en l'espace de 2 semaines. John, lui, songeait à la bonne contenance qu'elle avait eue en ville, à la dignité avec laquelle elle avait répondu à la provocation de Madame Connor. « Molly, » dit-il, alors que la ferme apparaissait au loin. « Oui. Je suis fier de toi, de la façon dont tu te comportes, dont tu parles aux gens et aux filles. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Et toi, tu ne regrettes pas d'être venu jusqu'à ici ?» Molly réfléchit à la question. Regrettait-elle la vie en ville, les endroits familiers, ses anciennes habitudes ? « Non, » dit-elle fermement. « Je ne regrette rien. Ici, je me sens utile, vivante, authentique. Même avec la curiosité des voisins. La curiosité humaine existe partout. Mais ici, elle me semble plus bienveillante. En ville, on colportait des ragots sur moi avec méchanceté. Ici, c'est avec intérêt. Tu as raison. Ici, les gens prennent soin les uns des autres. » À la maison, un grand chambardement les attendait. Suzanne était assise par terre dans le salon et pleurait à chaudes larmes, tandis qu'Emma tentait de la calmer. « Que s'est-il passé ?» demanda John, alarmé. « Elle a cassé la tasse de maman, » expliqua Emma en sanglotant. « Celle qui était bleue avec des petites roses. » John blêmit. Molly savait que cette tasse était spéciale. Mary y buvait son café chaque matin. « Je ne l'ai pas fait exprès, » sanglotait Suzanne. « Je voulais juste me verser du lait, et la tasse m'a glissé des mains. »« Chut, chut, ma puce. » Molly s'agenouilla près de la fillette et la prit dans ses bras. « Les accidents, ça arrive à tout le monde. »« Mais c'était la tasse préférée de maman, » sanglota Suzanne. « Maintenant, papa va être fâché contre moi. »« Papa n'est pas fâché contre toi, » dit fermement Molly en jetant un regard à John. « N'est-ce pas, papa ?» John se tenait là, fixant les éclats de porcelaine, et Molly voyait qu'il luttait contre ses émotions. Puis, il s'approcha et s'accroupit près de sa fille. « Bien sûr que je ne suis pas fâché, ma puce. Ce n'est qu'une tasse. »« Mais c'était celle de maman. »« Et maman n'aurait pas voulu que tu pleures à cause d'elle, » dit-il doucement. « Maman t'aimait plus que toutes les tasses du monde. »« Vraiment ? » ?»« Bien sûr que c'est vrai. » Suzanne se calma, mais Molly voyait que John était peiné. Quand les filles furent reparties jouer, elle s'approcha de lui. « Vous avez mal ?» dit-elle. « C'est stupide, n'est-ce pas, d'être triste pour une tasse cassée ? » ?»« Ce n'est pas stupide. Cette tasse gardait un souvenir. » »« Oui. Chaque matin, en la voyant sur la table, je me souvenais de Mary, assise avec près de la fenêtre, regardant le lever du soleil. » Molly lui prit la main. « Le souvenir n'est pas dans la tasse, John. Il est dans votre cœur, dans le cœur des filles. Personne ne peut le briser. »« Je sais, mais ça fait mal quand même. Et c'est normal. » Ils restèrent là, main dans la main, et Molly songeait à la complexité des relations avec le souvenir des morts. Mary faisait partie de cette maison, de cette famille, et elle, Molly, ne voulait pas effacer ce souvenir. Elle voulait lui trouver une place dans leur nouvelle vie. « John, » dit-elle, « et si nous gardions les morceaux ? Pourquoi faire ? On pourrait en faire une mosaïque ou en décorer un cadre pour une photo de Mary, transformer ce qui est brisé en quelque chose de beau. » John la regarda, surpris. « Vous feriez ça ?
Bien sûr, Mary était la mère de vos filles. Elle mérite qu'on se souvienne d'elle avec beauté. Molly. Dans la voix de John, il y avait de la surprise et de l'admiration. Comment pouvez-vous être si généreuse ? Parce que je vous aime, répondit-elle sans réfléchir. Les mots lui avaient échappé et flottaient maintenant dans l'air. Molly prit peur. N'était-il pas trop tôt pour parler d'amour ? Pardon, dit-elle rapidement. Je n'aurais pas dû. Non, l'interrompit John. Ne t'excuse pas. Il s'approcha, prit son visage entre ses mains. Moi aussi je t'aime, Molly. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être ce premier soir, quand tu racontais une histoire aux filles, ou peut-être quand tu es sorti avec moi dans la tempête. Mais je t'aime. Vraiment ? Vraiment. Il l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout. De la tendresse, de la passion, une promesse. Molly sentit son cœur se remplir de bonheur. « J'avais si peur », murmura-t-elle quand le baiser prit fin. « Peur de quoi ? Que ce soit à sens unique, que tu n'aimes encore que Mary. »« Molly, dit-il sérieusement, Mary fait partie de mon passé. Toi, tu es mon présent et mon avenir. Ce sont deux amours différents, mais celui-ci n'en est pas moins réel. Et les filles, comment réagiront-elles ? Les enfants sentent l'amour. Elles seront heureuses que leur père soit de nouveau heureux. À cet instant, Suzanne fit irruption dans la pièce. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle avec curiosité. « On discute », répondit Molly en essayant de ne pas rougir. « Et pourquoi vous êtes si près l'un de l'autre ?»« Parce que... » John regarda Molly, lui demandant la permission. « Parce qu'on s'aime », termina-t-elle. Suzanne réfléchit. « Comme la maman et le papa dans les contes de fées ?»« Oui, ma puce, comme dans les contes de fées. »« Ça veut dire que vous allez vous embrasser et vous faire des câlins ?» Molly se mit à rire. « Parfois, oui. Et nous, avec Emma, on sera toujours vos filles ?»« Bien sûr, » répondit fermement John. « Pour toujours. » Suzanne sourit et courut vers eux, les enlaçant tous les deux en même temps. « Alors c'est bien. Je veux que papa soit heureux. » Emma apparut à la porte et observa la scène en silence. Molly lui tendit la main. « Emma, viens avec nous. » La fillette s'approcha lentement, le doute dans les yeux. « Et qu'adviendra-t-il de maman ?» demanda-t-elle à voix basse. « Si vous aimez tante Molly, vous oublierez maman. » John s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Emma, ma chérie, le cœur d'un homme peut aimer beaucoup de personnes. J'aimerai toujours ta maman, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas aimer Molly. L'amour ne s'épuise pas, il ne fait que grandir. Vraiment ? Vraiment. Et ta maman aurait été heureuse que nous ayons trouvé quelqu'un pour prendre soin de nous. » Emma hocha la tête et se joignit à leur étreinte. « Alors je suis contente, » dit-elle. « Tante Molly est gentille et elle fait de bonnes tartes. » Tout le monde se mit à rire. Le soir, quand les filles furent couchées, John et Molly étaient assis près de la cheminée, enlacés. Pour la première fois, ils pouvaient tant montrer leurs sentiments sans se cacher, sans prétendre que leur relation n'était qu'un arrangement d'affaires. « Le mariage est dans 3 jours, » dit John. « Je sais. J'aurai juste le temps de coudre ma robe. » « Tu auras le temps, et si tu n'as pas le temps, tu m'épouseras dans n'importe quelle robe, même une robe de travail. » « Quelle fiancée romantique, » rit Molly. « Je suis sérieux. La robe n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu deviennes ma femme. » Molly se tourna vers lui. « John, et toi, tu n'as pas peur ? Peur de quoi ? Que nous allions trop vite ? Que ces sentiments disparaissent ? » « Non, » répondit-il fermement. « Je n'ai pas peur. Et toi ?» Molly réfléchit. Avait-elle peur ? Bien sûr qu'elle avait peur. Son premier mariage n'avait pas été heureux, mais ce qu'elle ressentait pour John était complètement différent. Plus profond, plus honnête, plus vrai. Un peu peur, avoua-t-elle, mais pas assez pour renoncer au bonheur. Alors nous y arriverons. Ensemble, nous arriverons à tout.
Il l'embrassa, et Molly comprit qu'il avait raison. Quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient volte-face ensemble. Et dehors, la neige tombait, recouvrant la ferme d'un manteau blanc de silence et de paix. Le jour du mariage commença par un matin clair et glacial. Le soleil illuminait les champs enneigés, les transformant en une mer étincelante de blancheur. Molly se réveilla tôt, trop excitée pour dormir davantage. Aujourd'hui, elle deviendrait la femme de John McFarlane, non seulement sur le papier, mais aussi dans son cœur. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Dans la cour, elle apercevait déjà la silhouette de John. Il nourrissait les chevaux, comme chaque matin. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de spécial, de plus solennel, dans ses gestes. Lui aussi était nerveux. Sur une chaise près de la fenêtre était suspendue sa robe de mariée, bleue, avec un délicat motif floral qu'elle avait cousu en 3 jours, presque sans interruption. Une coupe simple mais élégante, cintrée à la taille, avec des manches longues et un décolleté modeste. Molly passa la main sur le tissu doux. De toute sa vie, elle n'avait jamais rien porté d'aussi beau. « Tante Molly ?» Un murmure se fit entendre derrière la porte. « On peut entrer ?»« Bien sûr, entrez les filles. » Emma et Suzanne entrèrent dans la chambre en chemise de nuit. Leurs cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, mais leurs yeux à toutes deux brillaient d'excitation. « C'est votre mariage aujourd'hui !» s'exclama Suzanne en sautillant. « Oui, ma puce. Aujourd'hui, je vais devenir votre vraie maman. »« Une belle-mère », corrigea Emma, mais sans aucune froideur. « On n'a eu qu'une seule maman, mais une belle-mère, c'est bien aussi. Dans les contes, les belles-mères sont parfois méchantes. Mais vous êtes gentille. » Molly s'accroupit devant la fillette et lui prit les mains. « Emma, je n'essaierai jamais de remplacer votre mère. Mais je vous aimerai comme mes propres filles. Je vous le promets. »« Je sais, » répondit doucement Emma. « Vous nous aimez déjà, ça se voit. » Suzanne serra Molly dans ses bras. « On peut vous aider à vous préparer ? On veut que vous soyez la plus belle des mariées. » « Bien sûr que vous pouvez, mais d'abord, allons prendre le petit déjeuner. La journée va être longue. » Dans la cuisine, elles découvrirent que John avait déjà préparé le petit déjeuner. Des œufs au plat, du bacon, du pain frais. Il portait sa plus belle chemise et un pantalon sombre. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. « Bonjour ma fiancée, » dit-il, des lueurs joyeuses dansant dans ses yeux. « Bonjour mon fiancé, » répondit Molly, sentant ses joues rosir. Ils prirent leur petit déjeuner en essayant de parler de choses banales. Mais tous deux ne pensaient qu'à une chose. Dans quelques heures, ils seraient mari et femme. « À quelle heure arrive le révérend Edwards ?» demanda Molly. « À 2 heures. Madame Connor a promis de venir un peu plus tôt pour aider aux préparatifs. » « Et les invités ? » La famille Harrison, les Connor, l'institutrice Mademoiselle Pryor, le docteur Cameron et sa femme, une dizaine de personnes en tout. Ce n'est pas beaucoup, mais ce sont nos amis, ceux qui sont vraiment heureux pour nous. Après le petit déjeuner, John partit à la grange, disant qu'il avait des choses à faire. Les filles entraînèrent Molly dans sa chambre et commencèrent à l'aider à se préparer. Suzanne lui brossait les cheveux, tandis qu'Emma disposait la robe et les accessoires sur le lit. Molly n'avait pas beaucoup de bijoux, seulement de simples boucles d'oreilles en perles, héritées de sa grand-mère, et une fine chaîne en or. « Et le bouquet ?» demanda Suzanne. « Une mariée doit avoir un bouquet. En hiver, il n'y a pas de quoi faire un bouquet, ma chérie, » répondit Molly. « Si, il y a, » dit Emma d'un air mystérieux. « Papa a eu une idée. » À midi, Madame Connor arriva avec 2 autres femmes, la femme du docteur et Mademoiselle Pryor. Elles apportèrent de la nourriture pour le repas de noces et se mirent à dresser la table. « Molly, ma chère, » dit Madame Connor, « pardonnez-moi pour l'autre jour en ville. J'étais trop curieuse. Je voulais juste m'assurer que John et les filles seraient entre de bonnes mains. »« Tout va bien, » sourit Molly. « Je comprends. Vous vous souciez d'eux. Et en vous voyant aujourd'hui, je comprends que je ne me suis pas trompée. Vous rayonnez de bonheur. Et John aussi. » Molly enfila sa robe
et les femmes poussèrent des exclamations admiratives. « Quelle beauté !» s'exclama Madame Cameron. « Et comme cette couleur vous va bien !»« Vous l'avez cousue vous-même » demanda Mademoiselle Prior. « Un travail magnifique. » Emma tressa les cheveux de Molly en une natte élégante qu'elle orna d'un fin ruban bleu. Suzanne apporta un petit miroir pour que Molly puisse se voir. Le reflet la surprit. Ce n'était plus cette femme fatiguée et accablée qui était arrivée de Chicago 3 semaines plus tôt. C'était une mariée heureuse, illuminée de l'intérieur par l'amour et l'espoir. À 2 heures, le révérend Edwards arriva, un pasteur âgé au visage bienveillant. Les autres invités le suivirent de près. Le petit salon se remplit de monde, de rires et de félicitations. « Où est donc le marié ?» demanda le révérend Edwards. « Il arrive » répondit Emma. « Il est à la grange. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et John entra. Il portait un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage fraîchement rasé. Mais surtout, il rayonnait de bonheur. Dans ses mains, il tenait un bouquet de branches de sapin, décoré de baies rouges de sorbier et noué d'un ruban blanc. Un bouquet d'hiver simple mais magnifique. « Pour la mariée, » dit-il en tendant le bouquet à Molly. « Il est magnifique, » répondit-elle, et leurs doigts s'effleurèrent. « Chers amis, » dit le révérend Edwards, « nous sommes réunis ici pour unir par les liens du mariage John McFarlane et Molly Harrison. » La cérémonie fut simple et brève. Ils se tenaient devant la cheminée, main dans la main, tandis que le pasteur lisait les paroles traditionnelles. Les invités étaient disposés en demi-cercle, les filles se tenaient à côté de leur père. « John, » dit le révérend Edwards, « prenez-vous Molly pour légitime épouse, pour l'aimer et la chérir, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?»« Oui, je la prends, » répondit fermement John en regardant Molly dans les yeux. « Molly, prenez-vous John pour légitime époux, pour l'aimer et le chérir, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Oui, je le prends, » répondit Molly, la voix tremblante d'émotion. « Avez-vous les alliances ?» John sortit de sa poche 2 simples anneaux en or. L'un, fin, pour femme, l'autre, plus épais, pour homme. « John, passez l'alliance au doigt de la mariée et répétez après moi. Par cet anneau, je te prends pour épouse. De mon corps, je t'honorerai, et de tous mes biens terrestres, je te doterai. » John prit la main de Molly et passa l'anneau à son annulaire. Il était parfaitement à sa taille. À ça. « Par cet anneau, je te prends pour épouse. De mon corps, je t'honorerai, et de tous mes biens terrestres, je te doterai. » Molly, passez l'anneau au doigt du marié et répétez les mêmes paroles. Les mains de Molly tremblaient légèrement lorsqu'elle passa l'anneau au doigt de John, mais sa voix fut ferme. « Par cet anneau, je te prends pour époux. De mon corps, je t'honorerai, et de tous mes biens terrestres, je te doterai. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'Église et par la loi du territoire du Montana, je vous déclare mari et femme. John, vous pouvez embrasser la mariée. » John s'avança vers Molly, prit son visage entre ses mains et l'embrassa tendrement, mais avec toute la passion qu'il avait si longtemps contenue. Les invités se mirent à applaudir et à acclamer. Suzanne sautillait de joie et Emma souriait à travers ses larmes. « Je vous présente Monsieur et Madame McFarlane », annonça solennellement le révérend Edwards. L'heure suivante se passa en félicitations, en étreintes et en vœux de bonheur. Les femmes s'affairaient autour de la table, les hommes donnaient des tapes amicales sur l'épaule de John, et les enfants couraient entre les invités. « Comme vous êtes belle, ma chère », dit Madame Connor en serrant Molly dans ses bras. « Le bonheur vous va si bien. Merci pour tout, pour votre aide, pour votre soutien. John est un homme bon.
Il mérite d'être heureux après tout ce qu'il a traversé. Je ferai de mon mieux pour le rendre heureux. Et lui fera de même pour vous. Ça se voit à la façon dont il vous regarde. Molly se retourna et vit que John la regardait effectivement avec une telle tendresse et un tel amour que son cœur déborda de bonheur. Pendant le repas, M. Harrison porta un toast aux jeunes mariés. Que leur mariage soit long et heureux, que leur maison soit remplie de rires d'enfants et leur champ de riches récoltes. Aux jeunes mariés, reprirent en chœur les invités. Le docteur Cameron se leva à son tour. John, mon ami, nous sommes tous heureux de te voir de nouveau heureux. Et toi, Molly, bienvenue dans notre grande famille de Cottonwood. C'est une petite ville, mais nous avons de grands cœurs. Emma se leva soudainement. Je peux dire quelque chose, moi aussi? Tout le monde se tut. Tante Molly, je veux dire, maman Molly, merci d'avoir fait à nouveau rire papa. Et merci de nous avoir aimés, Suzy et moi. Nous aussi, nous vous aimons. Les larmes montèrent aux yeux de Molly. Elle se leva et serra la fillette dans ses bras. Merci, ma chérie. Ce sont les plus belles paroles que j'ai jamais entendues. Suzanne se leva à son tour. Et moi, je veux dire que maintenant, on est de nouveau une vraie famille et que maman Molly fait les meilleures tartes du monde. Tout le monde éclata de rire. Vers la fin de l'après-midi, les invités commencèrent à partir. Le révérend Edwards fut parmi les derniers. « Que le Seigneur vous bénisse, mes enfants, » dit-il en prenant congé. « Je vois que j'ai uni deux cœurs aimants. Soyez heureux. »« Merci, mon père, » répondit John, « pour tout. » Quand les derniers invités furent partis, le silence s'installa dans la maison. Les filles aidèrent à débarrasser la vaisselle, puis allèrent se coucher. La journée avait été longue et riche en émotions. Molly et John se retrouvèrent seuls pour la première fois en tant que mari et femme. Ils étaient assis près de la cheminée et un silence particulier, solennel, régnait entre eux. « Eh bien voilà, » dit Molly, « nous sommes mariés. Oui, tu es ma femme maintenant. Et tu es mon mari. » Ils se regardèrent, et tous deux sentirent que quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus deux personnes seules ayant conclu un arrangement. Ils étaient une famille. « Molly, » dit John en se levant de son fauteuil. « Oui, je veux te montrer quelque chose. » Il sortit de la pièce et revint avec une petite boîte en bois. « Un cadeau de mariage, » dit-il en la tendant à Molly. Elle ouvrit la boîte et poussa un cri de surprise. À l'intérieur se trouvait un cadre décoré d'une mosaïque faite avec les morceaux de la tasse bleue à petites roses. Dans le cadre, il y avait une photo de Mary avec les filles. « John, » murmura-t-elle, « c'est magnifique. » Tu avais raison. On peut transformer ce qui est brisé en quelque chose de beau, et le souvenir de Mary fera maintenant partie de notre maison pour toujours. Où as-tu trouvé le temps de faire ça? Dans la grange, pendant que tu te préparais? Je voulais que tu aies un cadeau spécial. Molly se leva et l'embrassa. Merci. C'est le plus beau des cadeaux. Il montre que tu comprends. Je ne veux pas effacer le passé. Je veux construire l'avenir sur ses fondations. Je t'aime, Molly McFarlane. Et moi aussi, je t'aime, John McFarlane. Il lui prit la main. Viens, je veux porter ma femme jusqu'à notre chambre. Molly rougit, mais ne protesta pas. Ils montèrent l'escalier et John la souleva effectivement dans ses bras devant la porte de la chambre. « Bienvenue chez toi, ma femme, » dit-il en franchissant le seuil. « Je suis chez moi, mon mari, » répondit-elle. « Enfin chez moi. » La pièce était éclairée par la douce lueur d'une lampe à pétrole. Sur le lit, il y avait des draps frais, et sur une petite table, un vase rempli de branches de sapin, les mêmes que celles de son bouquet de mariée. John reposa Molly sur ses pieds, mais ne la lâcha pas. Ils se tenaient très près, et l'air entre eux crépitait de tension. « Molly, » dit-il d'une voix rauque, « je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Toujours, c'est long. Pas assez long pour t'aimer. » Il l'embrassa, et dans ce baiser,
Il y avait toute la passion qu'il avait contenue pendant des semaines. Molly répondit à son baiser avec une ardeur égale, sentant ses dernières incertitudes fondre. C'était leur nuit de noces, le début de leur véritable vie commune. Et tandis que dehors le vent d'hiver hurlait et que les bûches crépitaient dans la cheminée, ils devinrent enfin véritablement un. Le matin, Molly se réveilla dans les bras de son mari. Le soleil d'hiver illuminait la chambre et de la cuisine parvenaient des bruits et des odeurs de petit déjeuner. Les filles s'étaient levées plus tôt et préparaient une surprise pour les jeunes mariés. « Bonjour, Madame McFarlane » murmura John à son oreille. « Bonjour, Monsieur McFarlane. » Elle se tourna vers lui et il vit dans ses yeux un bonheur complet, sans réserve. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. « De quoi ? D'avoir épousé un cow-boy fermier ? Pas une seconde. Et toi, tu regrettes d'avoir épousé une fille de la ville ? Jamais. » D'en bas, la voix de Suzanne se fit entendre. « Maman Molly, papa, le petit déjeuner est prêt. » Ils échangèrent un regard et se mirent à rire. « Notre nouvelle vie commence, » dit Molly. « Notre nouvelle vie ?» acquiesça John en embrassant sa femme. Et dehors, la neige continuait de scintiller au soleil, recouvrant la ferme où vivait désormais une famille heureuse de 4 personnes. Mars apporta les premiers signes du printemps. La neige formait encore une épaisse couche, mais le soleil réchauffait déjà différemment et les stalactites du toit égouttaient en un joyeux concert. Molly se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant John réparer la clôture du poulailler. Un mois de vie de famille les avait changés tous les deux. Elle n'était plus cette femme tendue de la ville qui était arrivée en hiver, et lui n'avait plus l'air de porter tout le poids du monde sur ses épaules. « Maman Molly, regardez !» Suzanne fit irruption dans la cuisine en agitant une feuille de papier. « J'ai dessiné notre famille. » Molly prit le dessin et sourit. 4 silhouettes se tenaient devant la maison. Un grand homme avec un chapeau, une femme en robe bleue et 2 fillettes. Au-dessus de la maison, le soleil brillait de 1000 feux et tout autour poussaient des fleurs. « C'est très joli, ma puce. Et pourquoi as-tu dessiné des fleurs ? C'est encore l'hiver. Parce que le printemps va bientôt arriver et au printemps, on plantera un jardin. Papa l'a promis. » Emma entra dans la cuisine, un livre à la main. En un mois, elle avait visiblement changé. Elle était devenue plus ouverte, riait plus souvent. Parfois, Molly croisait son regard et y voyait une telle gratitude que son cœur se serrait de tendresse. « Et moi, je lis des livres sur les différentes fleurs, » dit Emma en montrant son livre. « Il est écrit que dans notre climat, les roses, les pivoines et les lys poussent bien. Merveilleux. Nous allons faire le plan du jardin. » Molly retourna à la préparation du dîner. En un mois, elle avait appris toutes les préférences culinaires de John. Elle savait qu'il buvait son café très fort et aimait sa soupe épaisse. Lui, de son côté, avait retenu qu'elle n'aimait pas les plats trop salés et préférait le thé au café le soir. Ces petites connaissances l'un de l'autre tissaient l'intimité de la vie de famille. Elle savait qu'il se levait à l'aube et allait d'abord voir les animaux. Elle savait que le soir, il aimait lire à la lumière de la lampe à pétrole. Il savait qu'elle chantait en cuisinant, qu'elle avait l'habitude d'enrouler une mèche de cheveux autour de son doigt quand elle réfléchissait. « Ça sent divinement bon », dit John en entrant dans la cuisine. Ses joues étaient ânes rougies par le froid et des lueurs joyeuses dansaient dans ses yeux. « Que nous prépare ma magnifique épouse ?»« Votre tarte aux pommes préférée, Monsieur McFarlane », répondit Molly en se tournant vers lui avec un sourire. Il s'approcha, la prit par la taille et l'embrassa sur la joue. Ces manifestations de tendresse étaient devenues naturelles pour eux. Les filles s'étaient habituées à voir leurs parents s'embrasser et se faire des câlins. « J'ai rencontré le docteur Cameron en ville ce matin, » dit John. « Il vous passe le bonjour et nous invite à dîner dimanche. »« C'est gentil. Et comment va Madame Cameron ? » ?»« Bien. D'ailleurs, elle attend un bébé. Le docteur est aux anges. » Molly sentit un léger pincement au cœur. En un mois de mariage, John et elle n'avaient jamais parlé d'enfants, mais elle y pensait parfois. « C'est une merveilleuse nouvelle, dit-elle.
Je lui transmettrai mes félicitations quand nous la verrons. » John remarqua la légère ombre qui avait traversé son regard. « Molly, à quoi penses-tu » Elle se tourna vers le poêle, remuant la sauce. « C'est juste que Madame Cameron attend son premier enfant à 40 ans, et moi j'en ai déjà 28. Si nous voulons des enfants, le voulons-nous » John la fit se retourner vers lui. « Veux-tu un enfant ? Et toi ? J'ai demandé le premier. » Molly soupira. « Oui, je le veux. Mais je ne sais pas si tu es prêt pour un autre enfant. Tu as déjà 2 filles. » John l'embrassa, l'interrompant au milieu de sa phrase. « Molly McFarlane, dit-il sérieusement, je veux des enfants de toi. Je veux te voir porter notre enfant. Je veux tenir dans mes bras un bébé qui te ressemblera. Vraiment, vraiment, mais seulement quand tu seras prête. » « Et les filles ? Comment réagiront-elles à l'arrivée d'un bébé ? As-tu vu comment Suzanne s'occupe de ses poupées ? Et Emma, comme elle est attentionnée ? Elles seront les meilleures grandes sœurs du monde. » Molly se blottit contre lui, sentant une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. Le soir, toute la famille était assise dans le salon, près de la cheminée. John lisait le journal, les filles jouaient par terre, et Molly cousait une nouvelle robe. Une scène de famille ordinaire qui semblait particulièrement précieuse. « John, » dit Molly sans lever les yeux de sa couture, « tu te souviens de notre conversation de ce matin, à propos des enfants ? » « Je m'en souviens. » « Eh bien, il est possible que nous n'ayons pas à attendre très longtemps. » John posa son journal et la regarda. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que, d'ici 7 mois, Emma et Suzanne pourraient bien avoir un petit frère ou une petite sœur. » John se leva en silence, s'approcha d'elle et s'agenouilla près de son fauteuil. « Vraiment ? » murmura-t-il. « Vraiment. »« Les filles » appela-t-il. « Venez ici, nous avons une nouvelle à vous annoncer. » Emma et Suzanne accoururent, intriguées. « Quelle nouvelle ? » demanda Suzanne. « À l'automne, notre famille va s'agrandir, » dit Molly. « S'agrandir » ne comprit pas Suzanne. « Maman Molly va avoir un bébé, » expliqua Emma les yeux brillants. « Vraiment ? Vraiment ? Youpi !» cria Suzanne. « On va avoir un vrai bébé ? Je pourrais m'en occuper ? » « Bien sûr que tu pourras, » rit Molly. « Et moi, je pourrais lui apprendre à lire ? » demanda Emma. « Ça aussi, tu pourras. » Les filles se mirent à discuter de la façon dont elles s'occuperaient du bébé, tandis que John et Molly se regardèrent par-dessus leur tête. Le bonheur le plus pur brillait dans leurs yeux à tous les deux. Quand les filles furent couchées, les époux restèrent seuls. « Tu sais, » dit John, « quand j'ai passé cette annonce dans le journal, je pensais chercher simplement une aide pour la maison. Et j'ai trouvé une épouse, une mère pour mes enfants. J'ai trouvé l'amour de ma vie. » Molly se leva de son fauteuil et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la neige scintillait sous la lune, mais on sentait déjà dans l'air le souffle du printemps. « John, » dit-elle, « tu sais ce que j'ai compris ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu bâtis de tes propres mains, jour après jour. Nous avons bâti notre bonheur, John, avec des jours ordinaires, des mots simples, de petites attentions l'un pour l'autre. Et ce n'est que le début, répondit-il en l'enlaçant. Nous avons toute la vie devant nous. Toute la vie, répéta-t-elle en se serrant contre lui. Quelques mois après l'arrivée de la fiancée de Chicago dans les terres sauvages du Montana, la ferme des McFarlane s'était transformée en un véritable foyer, rempli de rires, d'amour et d'espoir en l'avenir. John n'était plus un veuf solitaire, et Molly, une femme rejetée par la ville. Ils étaient devenus une famille, une vraie famille solide, prête à affronter toutes les joies et les épreuves de la vie, main dans la main. Et dehors, la neige fondait doucement, promettant un printemps proche, de nouveaux départs et les possibilités infinies de l'amour.